Vous avez certainement dû entendre dire que le carnet d'ordre, le market profile, le volume profile, c'est la clé pour anticiper les mouvements de marché. Voire même que vous avez aussi dû entendre dire que ça permet de voir ce que personne ne voit, donc avec un graphique normal. Mais au contraire que ça permet de voir ce que les institutionnels regardent, ce qui est archi faux. Vous avez certainement dû aussi voir certains traders qui utilisent l'outil Bookmap, moi le premier dans mes trading live, pour identifier les zones de liquidité en pensant qu'ils ont un edge. Eh bien moi aussi je l'ai cru. Pendant longtemps, j'ai tradé uniquement à l'aide du carnet, en me basant sur le carnet, en étant convaincu que je pouvais tirer profit. Mais avec le temps, eh bien je me suis rendu compte que ce soi-disant avantage était en fait un piège. Je me suis retrouvé à analyser le carnet d'ordre pendant des heures, à essayer de chercher des zones de liquidité, des patterns de price action, à essayer d'avoir des idées de trade basées sur des stratégies parfois floues. Et vous savez quoi ? Eh bien ça n'a absolument pas du tout marché. Et le but de cette vidéo, c'est que je vais essayer de vous expliquer pourquoi baser son trading uniquement sur le carnet d'ordre n'est pas du tout un avantage concurrentiel. Et comment ça m'a conduit à faire des erreurs très coûteuses. Et donc je vais essayer de vous partager une partie de mon parcours, les erreurs que j'ai pu faire et les leçons que j'ai pu en tirer pour que justement vous évitez de refaire les mêmes erreurs. Alors si vous êtes prêts, on commence tout de suite par comprendre ce qu'est réellement le carnet d'ordre et pourquoi il semble à première vue si sexy, si attrayant pour les traders. Allez, let's go, on commence. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir que je vous explique ce que c'est un carnet d'ordre. Pour ceux qui ne savent pas, voire plus précisément un DOM, Depth of Market. C'est beaucoup plus précis qu'un carnet d'ordre et c'est beaucoup plus facile à faire son exécution sur un DOM que sur un carnet. Donc ici, vous avez la plateforme Trading Technologies, voire même on l'appelle Titi pour les plus intimes. C'est la plateforme, la société, le mastodonte sur le marché des futurs. C'est là où tous les institutionnels passent leurs ordres sur le marché des futurs avec Titi. Donc il y a facilement 70-80% du flux sur le marché des futurs qui passe par eux, par Trading Technologies. Donc ils sont capables d'offrir un flux incroyable et ils ont une plateforme incroyable également. Après, c'est pour les traders retail, c'est pas vraiment conseillé de trader avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez chers, voire même très chers. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est un DOM ou un carnet d'ordre, c'est pareil. Vous avez le prix ici au milieu. Donc là, en l'occurrence, ça doit être le micro IS et à gauche, c'est l'IS. C'était une de mes sessions de trading. J'avais enregistré quand je tradais justement au carnet une séance de trading comme ça. Et donc là, vous avez le prix. Ici, à gauche, vous avez les ordres bid. Donc, c'est les ordres d'achat limite. C'est-à-dire que si vous placez un ordre d'achat limite, par exemple à 4212, vous voyez qu'il y en a 114. Donc, 114 contrats ont été placés à 4212. Donc, en théorie, ça veut dire que plusieurs personnes ou une personne veut acheter le micro S&P 500, donc le micro IS à 4212. Et ces 114 contrats seront uniquement exécutés lorsque le prix ici va venir au 4212 et lorsqu'il y aura assez de vendeurs au marché qui vont vendre à ce prix-là. Et donc ici, à chaque prix, vous voyez qu'il y a de différents nombres d'ordres limites, ce qui est tout à fait normal. Et ce nombre d'ordres limites fluctue. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas exécutés, ils sont juste posés sur le marché. Par exemple, à l'époque c'était le PIT, on dit les ordres limites, c'est l'équivalent de quelqu'un qui dit « Ok, moi je veux acheter 100 contrats, 100 contrats à 4212. Moi je suis là à 4212. On cote pour le moment 4213,50. Ok, si jamais moi je suis là, 100 contrats 4212. » Voilà, pour imaginer ce que c'est, les ordres limites. Et là, ici, en haut, en rouge, vous avez pareil pour les ordres à l'ASC. Donc, ce sont les ordres limites à la vente. Donc, plus le prix devient cher, plus les gens veulent vendre pour faire du profit. C'est logique. Par exemple, à 4215, il y a 169 ordres limites à l'ASC, à la vente. Donc, quand le marché viendra à 4215... Et s'il y a assez d'acheteurs au marché, donc pour vendre sur les 4215, ces ordres-là seront exécutés à la vente. Donc
au prix de 4215. Donc les ordres limites garantissent le prix. Il faut bien comprendre ça. Et les ordres market, eh bien, ne garantissent pas le prix, mais garantissent l'exécution. Et qu'est-ce que c'est les ordres market? Là, vous avez le prix, là, ici. Donc, le meilleur vendeur cote à 4213,75. Le meilleur acheteur cote à 4213,50. Le spread est inexistant, voire même un tick. Admettons, vous êtes pressé, vous voulez rentrer immédiatement dans le marché. Eh bien, c'est là où vous allez placer un ordre market. Vous voulez acheter 20 micro S&P directement au marché. Eh bien, vous allez rentrer au market. Vous allez cliquer sur ce bouton bleu là au-dessus, dans la ligne des 4213,75 avec 20 contrats. Vous cliquez, et bien vous allez consommer 20 contrats parmi les 115 qui sont à l'ASK. Donc il y aura assez de liquidité pour couvrir et pour vous vendre les 20 contrats que vous voulez acheter. Voilà ce que c'est un ordre market. Et s'il n'y a pas assez d'ordre limite, par exemple au prix au market où vous voulez acheter, eh bien c'est là où vous n'allez pas avoir le même prix. Donc vous allez être garanti de l'exécution, mais par exemple vous voulez acheter 200 contrats pour comprendre que l'ordre market ne garantit pas le prix. Eh bien ici vous allez rentrer au market, donc parmi le meilleur vendeur. Vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas chercher le gars qui veut vendre ses contrats à 4216 parce qu'on cote à 4213. Le but, c'est d'acheter quand même à un bon prix. Et donc, vous allez rentrer ici 200 contrats, bam, vous allez rentrer au marché. Bien ici, parmi le meilleur vendeur, il n'y a pas 200 contrats pour couvrir votre achat. Donc, vous allez consommer les 115 ordres limites à l'ASK et il vous restera encore 85 contrats à exécuter. Et bien, ces 85 autres contrats vont être exécutés à 4214. Donc vous allez avoir 115 contrats achetés à 4213,75 et 85 contrats achetés à 4214. Ça vous garantit, je rappelle encore une fois, l'exécution, les ordres market, mais ça ne vous garantit pas le prix. Alors que si vous placez un ordre limite, ici à 4213, ok, je veux acheter 100 contrats, eh bien ça vous garantit le prix, mais ça ne vous garantit pas l'exécution parce que il n'y aura peut-être pas assez de vendeurs qui va venir vous vendre à 4213. Le marché peut venir vous acheter une partie de vos contrats. Admettons vous en avez 100, bien il peut y avoir 50 vendeurs qui va vous vendre à 4213 et ensuite le marché va popper vers le haut et donc vous n'allez pas être exécuté totalement. Voilà pourquoi les ordres limites garantissent le prix et les ordres market garantissent l'exécution. Et toute cette partie-là des ordres limites, ça vous permet de voir la profondeur de marché. Donc là, on a jusqu'à plus 10 niveaux, plus 10 ticks, on voit la profondeur de marché avec Trading Technology. Donc on voit bien que là, par exemple, à 4212, il y a 473 contrats. Donc là, on voit qu'il y a un gros mur de liquidité. Et à l'ASK, on voit bien qu'à 4214,50, il y a 396 contrats et 4215, 363 contrats. Il y a deux gros murs de liquidité ici. Et donc, quand le prix ira dessus, est-ce qu'on aura assez d'acheteurs au marché pour consommer tous ces ordres limites pour pouvoir pousser le prix encore plus haut? Ou alors même, est-ce que lorsque le prix ira à 4214,50, est-ce qu'une partie de ces 396 contrats vont se retirer? Donc ça veut dire que certains s'amusent en quelque sorte à mettre des murs de liquidité, mais en fait, ils veulent pas être exécutés, c'est juste pour essayer de manipuler le prix. Et souvent, ces murs de liquidité, eh bien, ça attire le prix. Pourquoi? Eh bien, parce que les opérateurs sont curieux de voir si ce sont de vrais ordres ou pas. Donc, souvent, on peut remarquer quand le marché arrive dessus, il s'enlève. Bon, j'étais juste censé vous expliquer grosso modo ce que c'est un DOM, et me voilà que je vous explique déjà des détails techniques de microstructure. Donc je vais essayer de me calmer. Mais par exemple, maintenant, si je fais play, on voit en temps réel la price action, donc comment elle fait. Donc par exemple, rapidement, là on voit qu'il y a le spread ici sur l'IS n'est pas le même que le Russell ou voire le Nasdaq. Le Nasdaq, on voit qu'il est beaucoup plus volatile que l'IS. Le Nasdaq, c'est un marché fin. L'IS, c'est un marché thick, donc épais, avec de gros ordres limites à l'achat et à la vente. Pardon, là et là. Et encore, ça, c'est le micro. Donc,
pour que le prix bouge, il va falloir beaucoup plus d'exécution de contrats, contrairement au Nasdaq, qui est beaucoup plus fin. Donc voilà pourquoi il est beaucoup plus volatile que l'IS. Autre chose maintenant que je dois vous expliquer, c'est ici, c'est le tape, le time and sales, où là, ça permet de voir les ordres market, les ordres au marché. Et ça permet de voir la force qu'a le marché actuellement. Où est-ce que le flux va? Et là, on voit bien que actuellement, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc le prix va monter. Et s'il ne monte pas, c'est que ça cache quelque chose. Je fais play pour que vous puissiez voir. Par exemple là, des ventes 66, 29, 58, achats 71, donc beaucoup plus d'ordres acheteurs que vendeurs. 53, 20, 34, ok, ça se bat. Là par exemple, 6, 6, 5, 7, ok, beaucoup plus d'ordres bleus, donc acheteurs que de vendeurs, donc je pense que ça va monter. On retient là, on est à 63, ok, un peu plus de vendeurs que d'acheteurs. Mais on retient les précédents ordres acheteurs. Donc on est aux alentours de 61, 63. Donc par exemple, on pourrait acheter pour tenter, pour tester le marché. Si on avait acheté à 63, et bien voilà, boum, on est à 70. Je viens de regarder la vidéo. Je ne l'ai pas regardé avant. Et voilà, les ordres acheteurs qui sont actuels, ils confirment le mouvement. Et ça explose, 74, et ça continue. Maintenant, des ordres vendeurs qui commencent à rentrer dans le marché. Donc, on va penser à prendre ces bénéfices, donc à sortir vers les 70, 71. Et voilà, ça baisse. En live. Promis, je n'ai pas regardé la vidéo avant. Voilà, par exemple, un exemple de la manière dont je tradais au carnet. Et c'est possible d'être rentable et d'anticiper les futurs mouvements très court terme, d'ici les prochaines secondes. Je viens de le faire en live. Sauf que vous verrez que le but de cette vidéo, c'est que je vais vous prouver l'inverse. Et ici, vous avez l'outil Bookmap qui est le fameux... Et ici, vous avez le fameux outil Bookmap qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus simple à comprendre, à regarder, à trouver les patterns qui se répètent dans la microstructure. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus parlant que par exemple le carnet que je vous ai montré qui demande beaucoup plus d'expérience et de screen time pour comprendre les rythmiques. Donc par exemple, il fonctionne avec des dots. Les dots, c'est les boules. Donc par exemple, chaque boule, c'est un ordre, par exemple, c'est un ordre market. Voilà. Donc la boule verte, là, j'ai personnalisé les couleurs, c'est un ordre market à l'achat. Donc c'est un ordre market qui va être exécuté à l'ask. Là, vous avez les ordres au bid et là, vous avez les ordres à l'ask. Et donc un dots vert, ça va être ceux qui rentrent à l'achat au marché, donc qui consomment la liquidité à l'ask. Et les ordres violets, donc les ordres market vendeurs, c'est ceux qui consomment la liquidité au bid. Et ça vous permet aussi de voir Bookmap les ordres limites dans le passé et actuel. Donc là, on voit par exemple en ce moment où est-ce qu'il y a des murs de liquidité, beaucoup plus au bid qu'à l'ask. Donc ça, on peut dire que ça pousse le prix vers le haut. Là, par exemple, on a eu un mur de liquidité. Et souvent, ces murs, eh bien, ça attire le prix. Maintenant, je dis bien, c'est généralement, ça dépend de la séance, ça dépend du flux qu'il y a, etc. Mais voilà, ces murs, souvent, ça attire le prix. Et là, ça n'a pas loupé. On est venu le tester. Et quand on teste le prix, soit il rebondit dessus et il part, soit on le consomme. Mais donc, pour le consommer, il faut qu'il y ait assez d'ordres market au marché pour consommer tous ces ordres limites. Là, vous voyez qu'il y en a eu 24 à l'ask. Et donc, ici, vous voyez bien que si on regarde dans la dot, volume 54. Donc, il y a eu 54 ordres marché dans cette zone de prix. Et ça n'a pas loupé, ça a explosé ce mur de liquidité. On est revenu un peu corrigé dessus et ça a continué à monter. Donc il y a eu vraiment un momentum et une directionnalité haussière sur ce moment-là. Et ça, voilà en gros ce que Bookmap nous permet de voir. Là, vous voyez que grosso modo, on a eu un mur de liquidité ici et le marché essayait de venir dessus, mais à chaque fois, des vendeurs rentraient au marché pour essayer de sauver cette zone. Ça n'a pas loupé, donc ça a cassé par le bas. Ils ont accumulé ici, les acheteurs. On voit bien que là, on a trouvé une fair price. Et à ce moment-là, après, c'est reparti à la hausse pour déglinguer ce mur, qui est revenu ici. Et voilà, vous voyez ?
Rien n'est laissé au hasard. C'est le même mur. Donc voilà pour ce qui est de l'outil Bookmap. Et à titre personnel, je l'utilise uniquement pour affiner mon timing et regarder la price action quand je suis en position. Pourquoi? Parce que ça permet de voir le flux, clairement, où il va, comment il se comporte, comment il est, quel côté a plus la main que l'autre. Et tout ça, ça permet de voir justement l'évolution de sa position et de pouvoir aussi mieux gérer son trade. Donc pour résumer rapidement, c'est vrai que suivre le carnet, eh bien ça offre un avantage, mais qui est théorique. Et comme je l'ai dit avant, ça nous permet d'avoir une lecture en temps réel sur les intentions qu'ont les opérateurs sur le marché. Et encore une fois, si on arrive à les comprendre, parce que tout le monde n'arrive pas à les comprendre, et encore moins quand on débute. Pour justement capter tout ça, ça demande énormément de screen time et d'expérience. Et donc, pour vous expliquer aussi rapidement mon utilisation de base que j'avais sur le carnet, eh bien c'était comme je vous ai montré précédemment, mais en fait, ça marche avec des boîtes de volatilité qu'on appelle brackets. Donc, j'évaluais mon bracket et j'avais des stratégies avec ça. Quand on casse une boîte de volatilité, comment le marché se comporte? Est-ce qu'il est directionnel? Est-ce qu'il la casse pour la réintégrer? Et ainsi de suite. Où est-ce que le flux va? Qui c'est qui a la main? Les acheteurs, les vendeurs? Comment les ordres limites se comportent? Donc j'avais vraiment une approche très active sur le marché grâce au carnet d'ordre et donc pour anticiper les futurs mouvements, voire même anticiper un gros mouvement. Donc c'est possible, ça marche, mais c'est très compliqué de s'imposer et se fixer un cadre et un risk management carré sur ce genre de trading. Parce qu'il est purement discrétionnaire et presque pas du tout systématique. Et tout ça, je vais mieux l'expliquer plus tard dans la vidéo, donc restez connectés jusqu'à la fin pour comprendre tous les tenants et aboutissants du trading au carnet, que ce n'est pas un avantage concurrentiel. Et maintenant, parlons de la microstructure des marchés. Là où est le cœur du business, là où les affaires se font. Et pour ça, eh bien, il va falloir comprendre qui sont les acteurs clés qui forment le prix, qui font le prix. Et on entend souvent dire dans le monde du trading retail, ouais, il faut regarder ce que les institutionnels regardent, donc le market profile, le volume profile, le carnet d'ordre, le bookmap. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir comment le prix se comporte, ou le footprint encore, de voir ce qu'il y a dans une bougie japonaise que le trader retail ne voit pas et ne comprend pas. Mais déjà, il y a une partie de bullshit là-dedans, et de qui il parle quand il parle d'institutionnels. Donc il faut comprendre qui sont les institutionnels et quelles sont leurs missions. Parce que vous avez plein de types d'institutionnels. Déjà, en premier, vous avez les market makers. Les market makers, c'est eux qui apportent la liquidité sur les marchés. Sans eux, les marchés seraient illiquides. Donc leur rôle des market makers, c'est de gérer un inventaire. Ils ont un inventaire, un book, et ils doivent le gérer en apportant de la liquidité à l'achat et à la vente en même temps. Et ils sont rémunérés par l'exchange pour apporter cette liquidité pour le bon fonctionnement du marché. Et sans eux, encore une fois, je le répète, il n'y aurait pas de marché. Parce que la liquidité ne suffirait pas pour combler tous les ordres de tous les autres institutionnels et de tous les autres baleines qu'il y a dans le monde de la finance. Et les market makers, eh bien, leur but, ce n'est pas de gagner de l'argent, et voire même, ils ne doivent, en théorie, pas gagner de l'argent en achetant moins cher et en vendant plus cher, ou en vendant plus cher et en achetant moins cher. Ils doivent juste faire un jeu de gestion d'inventaire. En achetant là, en revendant là, en achetant plus haut, et ainsi de suite. Et tout ça, ça se fait avec du trading haute fréquence, avec des algorithmes qui sont ultra poussé, ultra développé. Il n'y a pas d'humain derrière, c'est que des ingénieurs mathématiques qui forment justement ces algorithmes et qui les corrigent, qui les améliorent, etc. Ça, c'est complètement un autre métier, mais voilà le rôle du market maker. Et pour ce qui est des market makers, eh bien eux, comme ils apportent 90, 95, voire même 99% de la liquidité sur le marché, au bid et à l'ask, ils ont le monopole sur le marché. Donc ils savent tout. Ils savent tout sur les prix.
ils luttent uniquement sur les ordres market. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas anticiper. Et donc, quand il y aura beaucoup d'ordres market à l'achat, donc à un moment, ils vont essayer de refaire baisser le prix, de réaccumuler énormément pour ensuite le redistribuer plus haut. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont gérer leur book de manière automatisée. Donc eux, ils regardent pas du tout le market profile, volume profile ou toutes ces conneries. Ils s'intéressent à la limite uniquement au carnet d'ordre. Maintenant, on peut parler d'un autre institutionnel qui sont les gérants de portefeuille, ou alors les fonds d'investissement, ou même les hedge funds. On appelle ça en anglais les asset managers. Et eux, leur but sur le marché en microstructure, c'est uniquement de passer leurs ordres. Ils ont, peu importe leur stratégie, comme ils ont d'énormes capitaux, ils vont devoir réfléchir à comment ils vont passer leurs ordres. Et pour faire ça, sur quoi ils vont s'intéresser? Ils vont s'intéresser à la liquidité disponible sur le marché. Et donc logiquement, ils vont aussi s'intéresser au carnet d'ordre pour regarder les ordres limites de disponibles, la liquidité qu'il y a à disposition sur le marché. Mais peu importe des ordres market, des ordres de la price action et tout, etc., ou du market profile, volume profile, tout ça, c'est des conneries, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ont leur propre stratégie et leur problématique, c'est comment on va rentrer en position et de quelle manière. Voilà sur quoi ils s'intéressent dans la microstructure pour ce qui est des gérants de portefeuille. Et comme autre institutionnel, vous avez les desks d'exécution. Et dans ces desks d'exécution, eh bien, vous avez par exemple des traders qui ont juste pour mission et comme job d'exécuter les ordres de leurs clients. Et ça, ils vont se baser par exemple sur le VWAP, le TWAP, pour avoir un benchmark sur leurs exécutions, pour avoir un indice de prix, de référence. Et donc, ils vont aussi s'intéresser à la liquidité disponible. Et pas au market profile, volume profile et toutes ces conneries. Donc ils vont également s'intéresser au carnet d'ordre, pourquoi pas au flux qu'il y a actuel, donc aux ordres marché et aussi surtout principalement aux ordres limites. Et donc la différence entre un trader retail et institutionnel, c'est qu'ils n'ont pas le même job, pas le même métier. Pour le trader retail, le but, ça va être uniquement de faire du profit. Et donc, il va s'intéresser à la microstructure et au carnet d'ordre pour repérer où est le flux d'ordre à court terme. Où est-ce qu'il y a de la force? Où est-ce que le business se fait? Où est-ce qu'il y a de la demande? Où est-ce qu'il n'y en a pas de la demande, justement? Et donc, s'intéresser à ce carnet, à la microstructure, ça va te permettre de comprendre la formation du prix et qu'est-ce qui impacte le prix. Et ça s'appelle le delta. Et il faut savoir que les institutionnels, donc en l'occurrence maintenant qu'on les connaît, je pense, ça c'est aussi mon avis, mais que c'est la majorité du temps les market makers qui font des manipulations de prix. Qu'il a plusieurs manières de manipuler le prix, notamment, je peux donner deux exemples. Une première manière qui est interdite par les États-Unis, qui est le spoofing. Donc le spoofing, c'est quoi? C'est aussi très connu dans la microstructure. Ça va être de mettre des murs de liquidité, donc des niveaux de liquidité énormes, qui va faire en fait pousser le prix dans l'autre direction. Comme par exemple, là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 murs de liquidité très lourds. Et bien, ça fait pousser le prix vers le haut. Et là, par exemple, vous voyez, on l'a baissé, on est venu s'appuyer contre le mur. On n'a pas eu assez d'ordre market vendeur pour casser ce mur. Et donc, qu'est-ce que ça a fait comme résultat? Ça a poussé le prix vers le haut. Et par contre, on a mangé ici ce mur. Et ce spoofing, eh bien, on le déplace. On le pousse juste en dessous du prix. C'est comme à chaque fois, si je poussais quelqu'un d'1 mètre, je me rapproche et je le repousse encore d'1 mètre. Tac, tac, tac. Pour que je puisse amener ce même mec 10 mètres plus loin. Voilà, par exemple. Ou alors, dans l'eau, si je voulais pousser quelqu'un vers la plage, vers le rivage, je le pousse d'1 mètre, puis je renage, puis je repousse d'1 mètre, puis je renage. Voilà, par exemple, un exemple. Et donc, c'est exactement pareil ici. Où là, par exemple, bam, 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 bam. Là, on pousse le prix vers le haut jusqu'à qu'on trouve une fair price, une zone où le prix est OK. Et ensuite, on vient manger. Soit on les mange, soit ils s'enlèvent. Et là, en l'occurrence, ils se sont tous enlevés à partir de là. À partir du moment où on a mangé le premier mur, là, vous voyez. Voilà ce que c'est le spoofing.
Donc, comme première manipulation de marché. Ça se passe presque tous les jours. Et donc, c'est un pattern très classique, très facile à voir, notamment sur Bookmap. Et maintenant, je peux même vous donner un autre exemple de manipulation de prix de la part du market maker qui est encore plus intéressant que le spoofing. Parce que c'est beaucoup moins connu. Donc permettez-moi pour vous illustrer ça de faire un magnifique dessin digne de Picasso. Alors ici vous avez les ordres au bid et là les ordres à l'ask. Admettons, voilà, il y a la cotation normale à chaque prix, classique, comme je vous ai montré avant, comme tout le monde connaît. Le market maker, il veut faire monter le prix. Pourquoi? Pour gérer son book et se débarrasser de tout ce qu'il a accumulé plus haut, ou pour peu importe quelle autre raison. Comment il va s'y prendre? Il a plusieurs manières de s'y prendre, mais là je vais vous en expliquer une. Il va déjà supprimer, au meilleur ask, il va supprimer les ordres limites pour justement augmenter son ask, la fourchette de l'ask à un niveau plus 1. Voilà. Donc pour illustrer ça, voilà, maintenant que vous comprenez mieux, je vais gommer là. Voilà. Il augmente en plus 1 son ask. Donc la fourchette, le spread, il s'écarte. Le spread, il augmente. Et là, tous ces ordres limites là, il va les retirer. Donc je vais mettre des moins. Voilà, il va les retirer. Il va réduire la liquidité disponible à l'ask. Pourquoi? Donc je vais mettre comme ça 3, 2, 1 pour voilà, illustrer qu'il y aura moins de liquidité à l'ask. Parce que lorsque il y aura des ordres market à l'achat, eh bien, ils vont très vite consommer cette liquidité-là. Et comme ils vont très vite consommer cette liquidité-là, le prix, il va exploser à la hausse. Et comment il va favoriser ses chances bien de pousser les gens à acheter au market? Parce que, en même temps, eh bien, il va augmenter sa fourchette aussi à plus 1 au bid. Donc, ce sera plus ici, mais ce sera, hop, ici, son bid. Et il va augmenter considérablement la liquidité au bid. Le côté bid, il sera super lourd. Donc toute la liquidité qu'il a enlevée ici, il va la placer là. Le côté bid, il y aura un mur de liquidité, pour vous caricaturer ça, qui sera invincible. Il peut y avoir des ordres market ici. Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Il va rajouter. Si ce bid-là, ce prix-là, il est mangé, c'est pas grave. Il va rajouter encore plus bas des prix. Et à un moment, quand les opérateurs ou les algorithmes vont repérer ça, eh bien ils vont capter qu'il y a une manipulation de prix et donc ils vont tous essayer d'acheter. Et c'est pour ça que le prix, à un moment, il va taper vers le haut, on va consommer cette liquidité-là et ça va faire pousser le prix vers le haut. Et comme le prix va pousser vers le haut, on va forcément à un moment taper très probablement dans une zone à stop. Donc admettons la zone à stop, elle est là, et bam, des vendeurs qui ont mis leur stop acheteur ici à ce niveau. Donc quand on les exécute, bam, ça pousse le prix encore plus haut. Et comme il n'y a pas trop de liquidité, eh bien, bam, ça pousse encore le prix encore plus haut. Et là, j'arrive plus à aller plus loin. Mais voilà, vous avez compris la logique. J'espère que c'était clair. C'est pas évident non plus à expliquer, mais c'est assez simple à comprendre comme manière d'élaborer. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il est facile et en même temps difficile de reconnaître les patterns au carnet d'ordre et d'en profiter. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'il y a tellement de manipulations que ça peut être, au bout d'un moment, difficile, voire même sur le long terme, que ça devient difficile, en fait, de gagner sur les marchés. À court terme, c'est entièrement possible, mais sur le long terme, j'en suis moins convaincu. Et c'est là où on vient maintenant au piège du trading au carnet, parce que justement, le trading au carnet, eh bien, c'est un trading purement discrétionnaire et très peu systématique. Le carnet, c'est très 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 difficile d'imposer une manière systématique de voir les choses. Ok, on fait ça, eh bien j'ai telle et telle stratégie, j'ai tel et tel setup. On peut reconnaître des patterns, mais pour profiter de ces patterns, il va falloir utiliser son expérience pour tirer profit de cette pattern. Parce qu'il n'y a jamais une manière exacte
de rentrer sur le marché ou de profiter du marché, du futur mouvement. Et la pattern ne va pas toujours se reproduire de la même manière. Elle va changer toujours au fil du temps. Elle va être différente. Et donc, c'est propre au trader, avec sa propre expérience, de savoir comment tirer profit de ce mouvement. Donc c'est pour ça que c'est un trading purement discrétionnaire et très peu systématique. La seule chose qu'il y a de systématique là-dedans, c'est que il va reconnaître les mêmes patterns et il va en tirer profit. Mais comme je l'ai dit, il va devoir en tirer profit à chaque fois d'une manière différente. Personnellement, j'ai passé énormément de temps à regarder, à avoir du screen time sur le carnet d'ordre. C'est de l'analyse subjective. Et cette analyse personnelle, subjective que j'avais en séance, en situation, eh bien, ça m'a conduit à avoir et à adopter des décisions qui ont été imprécises et impulsives. Et il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir ce que ça donne des décisions imprécises et impulsives, ça donne des pertes. Et suite à ces pertes, comme c'est un trading purement discrétionnaire, eh bien, vous pouvez avoir un énorme problème de risk management. Et c'est ce qui manque lorsque vous tradez au carnet. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais comme vous tradez au carnet, vous vous basez sur la volatilité actuelle. Et donc il est presque impossible de vous dire « Ok, je perds tant et tant par trade ». Mais par contre, vous pouvez vous accorder un risque max par trade. Mais ce risque max, quand ça va contre vous, il est très facilement atteignable. Par exemple, un trade part contre vous, vous êtes convaincu du mouvement ou de votre idée de trade, donc vous scalez. Ça veut dire que vous moyennez votre prix à la baisse, par exemple pour un achat, ou à la hausse pour une vente. Donc, si vous moyennez et que ça continue de partir contre vous, eh bien vous augmentez votre exposition monétaire sur le même trade, sur la même idée. Et en gros, vous aggravez vos pertes, clairement. Et donc, il n'y a rien de pire que de moyenner son prix pour jouer le même trade, la même idée. Mais vous avez beau vous dire, ok, je moyenne pas, je scale pas, il faut être extrêmement solide pour ne pas le faire. Et c'est possible, je ne dis pas, hein, c'est pas impossible. Mais très peu de monde sont capables de le faire. Et surtout, ça demande énormément de travail et d'autodiscipline pour réussir, par exemple, à ne plus scaler, à ne plus moyenner. Et ensuite, peu importe la meilleure analyse que vous pouvez avoir, au bout d'un moment, vous allez prendre des trades qui ne sont plus bons, où il va se passer un seul petit élément déclencheur, un seul petit trade qui peut partir contre vous, qui va vous faire en fait tilter. Donc, vous allez scaler pour essayer de récupérer vos gains que vous avez perdus. Vous allez vous hedger sur un autre marché. Bref, vous allez faire plein de choses qui sortent complètement de votre base de trading. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le trading au carnet, c'est du trading discrétionnaire et qu'il est très difficile de s'imposer un cadre lorsqu'on a un trading discrétionnaire comme ça au carnet. Il est très difficile de s'imposer un risk management carré par trade précis. Et c'est pour toutes ces raisons qui font que le trading au carnet vous mène très facilement au tilt. Parce que vous avez très bien vu que j'avais une bonne analyse. Avec le screen time et le temps que j'ai passé, j'avais une bonne analyse sur les carnets d'ordre. Quand je commençais mes séances, j'étais dans la zone très souvent. Mais pourtant, impossible de gagner. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, il y avait un trade où j'étais faible dessus. Donc en fait, je n'acceptais pas ma perte. Et c'est ce trade-là qui faisait que je partais en live. Et donc je rappelle que c'est ce manque d'avoir un côté systématique qui faisait qu'en fait je perdais. Et donc pourquoi, selon moi, le trading au carnet, ce n'est pas un edge, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Déjà pour la première raison que c'est presque impossible de faire des statistiques et des probabilités solides en ayant un trading basé sur le carnet d'ordre. Vous ne pouvez pas faire de statistiques, par exemple, sur le même setup qui se répète encore et encore, avec le même timing, avec toujours la même manière de rentrer sur le trade, que tout soit clair, dans ce setup qui respecte toujours la même stratégie. Au carnet d'ordre,
c'est impossible de mettre en place. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est trop discrétionnaire, il y a trop de subjectivité lorsque vous reconnaissez un pattern dans la manière de rentrer pour faire des statistiques là-dessus. Ou alors les statistiques seront faussées. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas toujours la même manière de rentrer sur le trade. Il y a trop de feeling avec le marché quand il s'agit de trading au carnet pour rentrer dans un trade. Donc c'est tout ça qui fait que, avec un trading discrétionnaire comme ça, que c'est impossible de mettre en place des probabilités et un tracking qui va en réalité vous donner un énorme avantage concurrentiel. Juste le fait d'avoir un backtesting ou d'avoir des statistiques sur votre manière de trader, juste ça vous apporte un énorme avantage concurrentiel. Chose que le trader full discrétionnaire au carnet ne peut pas avoir. Ou alors très difficilement. Mais ce trader qui arrivera à le faire, c'est un trader c'est une machine de guerre. Le gars qui trade full discrétionnaire, il doit avoir une expérience en béton. Le gars, c'est un monstre. Et ça existe. Je dis pas que c'est impossible, ça existe, mais c'est trop peu. C'est une minorité parmi la minorité des traders gagnants. Il est tellement plus facile de gagner sur les marchés avec une approche systématique, tout en optimisant par exemple les gains avec une petite partie de discrétionnaire. Par exemple, en poussant ces trades encore plus loin parce que vous connaissez la rythmique des marchés. Voilà comment j'ai réussi par exemple à transformer mon trading. Et si vous voulez atteindre ce niveau du trader full discrétionnaire, d'une machine de guerre, eh bien en fait ça va vous demander énormément de temps, énormément d'efforts, de rigueur, de mise en pratique, de recherche, d'études. Et tout ça, est-ce que ça vaut le coup au final? Est-ce que vous allez gagner au bout du compte? C'est pas dit, c'est pas dit. Alors qu'il est tellement plus facile d'avoir une approche juste plus structurée, plus basique et donc systématique et reproductible. Donc pour résumer rapidement ce que je viens de dire, sans une méthodologie stricte, sans un cadre en béton qui comprend la manière dont je vais trader, les stratégies de trading, les setups d'entrée, la manière d'analyser, un risk management en béton et tous les autres éléments nécessaires pour former ce cadre, pour trader en mode full discrétionnaire, si vous n'avez pas ça, le carnet, ça va devenir une source de confusion. Donc c'est pourquoi je vous incite à plutôt vous intéresser à avoir un système basé sur des setups clairs pour vous former des probabilités et des statistiques qui seront en votre faveur. Et donc juste avec le pouvoir de faire des probabilités simples sur des setups qui se répètent encore et encore, qu'on peut backtester pendant des mois et des années historiquement parlant, c'est tellement plus facile d'adopter ce genre d'approche pour transformer votre trading et devenir un trader profitable. Et le fait pour en terminer, d'avoir une approche systématique comme ça fait que vous ne laissez plus place à la subjectivité comme au trading sur le carnet d'ordre. Le travail sera uniquement sur vous-même et plus dans votre système. Donc, ça fait que vous avez un énorme edge en place et la seule menace que pourra faire face votre trading, c'est vous-même. Donc pour conclure, le carnet, c'est un outil extrêmement puissant si on sait l'utiliser et qu'on le comprend, mais il peut être très dangereux sans un cadre rigoureux, un cadre solide. Et donc, je peux que vous encourager à justement ne pas tomber dans ce piège de chercher des edges subjectifs. Comme, ok, le carnet d'ordre, je vois justement comment la price action elle se fait, je vois Bookmap, je vois tout comment ça se passe, j'ai un edge. Non, c'est subjectif. Et du moment où c'est subjectif, vous allez trop avoir des émotions en jeu. Enfin bref, vous n'avez pas de statistiques basées là-dessus. Donc, ce n'est pas un edge. Alors que le trader qui aura une approche beaucoup plus bateau, bidon, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus machinale, donc de manière systématique, eh bien il aura une approche beaucoup plus structurée et éprouvée. Ce qui va rendre son trading beaucoup plus facile pour réussir à gagner sur les marchés. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé le carnet ou si vous tradez au carnet un petit peu ou alors vous basez complètement tout votre trading là-dessus. Dites-moi en commentaire votre expérience aussi avec le carnet. Ça m'intéresse énormément de savoir tout ça et de pouvoir débattre
Je rappelle encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je partage mon expérience en vous partageant quelques tips. Maintenant, il existe autant de stratégies de trading et de systèmes de trading que de traders. Donc c'est propre à chacun de vouloir utiliser sa propre manière de trader. Moi, je viens de vous partager la mienne. Donc je serais super heureux de pouvoir vous lire en commentaire de comment vous trader. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche parce que je vais vous partager mon aventure Finevrest Road to 100K en un an en 2025 qui va être incroyable. Je vous partage tous mes résultats. Donc ne manquez pour rien au monde toute cette aventure parce qu'on va tout exploser, c'est clair. Le train est déjà parti. À vous de sauter dedans. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Très bon trading à tous. Ciao, ciao, ciao! He's a day trader living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian